Suivez-nous, on s'en va à la brasserie McCaslin. On va boire de la bière et puis on s'en va aussi à la chasse aux cerfs de Virginie. Et on fait ça à l'Arbalète. Donc pour l'aventure, ça risque d'être très, très agréable. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. On s'en va à la chasse aux chevreuils. Oui. C'est ce qu'on va faire avant. On va chercher de la bière, mais on va aller à la source. On va aller directement chez Peter McCaslin, la bière Saint-Ambroise, tout ça. Donc, il va nous faire un petit tour, mais aussi il va nous donner les clés de sa maison de campagne, puis c'est là qu'on va chasser. On va chasser clé en main. On a juste des produits McCaslin au pied de cochon. Et j'ai toujours considéré cette bière-là comme étant la meilleure. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble et nous, ça nous plaît beaucoup. Donc, on est rendu chez McCaslin. D'ailleurs, Peter McCaslin, PDG de la brasserie McCaslin. Bonjour, bonjour. On peut-tu savoir comment est-ce que la bière se fait? OK. La recette pour notre bière blonde, la Saint-Ambroise bière blonde, nous utilisons principalement ça. L'orge maltée, qui compose environ 90 de toutes les bières qui sont faites ici. Nous utilisons aussi un petit peu de malt rousse et c'est très sucré au goût. C'est fruité puis c'est sucré, oui. Oui, c'est ça. Alors, nous utilisons un petit peu de malt à café qui donne les aspects du goût comme du chocolat amer. Ah oui. Là, il est en train de nous donner ses recettes. Effectivement, ça, Prenez des crayons. Maintenant, oui, c'est ça. Alors, on crée un liquide avec liquide sucré avec tous ces éléments-là, même les houblons. Ça sent très bon. Un des plaisirs avec une bonne bière, là, c'est de sentir les houblons. Il faut qu'ils soient explosifs dans le nez. Moi, je viens d'en manger, là. C'est bon, hein? Et je viens de comprendre que l'amertume vient du houblon. Puis la magie, là, ça commence quand on met ça. Ça, c'est la levure, ça sent bon. Alors, goûtez. Amer, amer encore. Mais délicieux. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Ah, mais bon, hein? Dans notre cas, nous voulons avoir un produit qui est là pour le plaisir, pour la dégustation. Ah, oui. Oui. Vous voulez rester des artisans. Bien, effectivement, ça, c'est le plaisir de notre business, hein? Peter a parti de la brasserie McCaslin. Moi et Hélène a lancé la brasserie en 89. Hélène, peut-être expliquer qui est Hélène. Oh, Hélène, elle est maître brasseur ici, mais aussi ma femme. On est avec Hélène, qui est une des très rares brasseuses qu'on retrouve en Amérique du Nord. C'est aussi quelqu'un qui a gagné plusieurs médailles, tellement que tu pourrais pas les mettre autour de ton cou. Je vais tomber dans le réservoir. Non, il faut pas. Non. Elle va nous expliquer un peu les procédés de fabrication de bière là, du moment qu'on commence à mettre les céréales. C'est ici qu'on ajoute la levure. La levure uniquement pour la brasserie McCaslin. Dans ce réservoir, on peut voir l'activité. On voit les gaz, les CO2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la levure, quand elle est active, elle développe du CO2. Ça fait comme des bulles, un peu comme du coke qu'on pourrait brasser. Mais il n'y a pas de... On voit là, que ça boue, mais il n'y a pas de chaleur. C'est vraiment juste l'activité de la levure là, qui se fait. Ça reste quand même rare là, de voir des cuves ouvertes dans des brasseries. Oui, on est unique en Nord-Amérique. Et ça, c'est un style de fermentation qui est vraiment traditionnel à l'Angleterre. Et je pense aussi que c'est ça qui donne une différence entre nos produits.
Tu sais qu'en 1642, l'année de la fondation de Montréal, on a commencé à brasser de la bière ici. Il y a un monsieur Louis Prudhomme qui a ouvert une petite brasserie, il a commencé à faire de la bière pour les Montréalais. Ah, pour la attends, on voit Ville-Marie. sa santé. À Louis Prudhomme. Oui. Et par la suite, assez rapidement, là, il y a eu plusieurs brasseries qui se sont faites. Quand Jean Talon est arrivé à Québec, une des premières choses qu'il a faites, il a fondé une brasserie. La bière, c'était un breuvage pour les gens ordinaires. Les riches avaient du vin, mais il y avait aussi du torboyau, là, ce qu'on appelait l'eau de vie. Le fort. Le fort. Et si les communautés religieuses, comme les Jésuites à Québec, ont commencé à faire de la bière légère, c'était pour contrer cette habitude-là que les colons, les habitants avaient. Quand les soldats britanniques sont arrivés ici en 1760, ils ont mis à la mode la bière forte, la bière qu'on boit aujourd'hui. Quand les loyalistes, un peu plus tard, sont arrivés aussi, donc il y avait une consommation extrêmement importante. Et il y a un homme d'affaires avisé, John Molson, qui a eu l'idée de fonder une brasserie commerciale. Et c'est comme ça que sont nées les grandes brasseries qui, pendant 2 siècles, sont disputées le marché québécois, jusqu'en 1982, quand la RAQ a permis à certains brasseurs artisanaux de faire de la bière, de brasser de la bière. Je pense à McCausland, d'autres microbrasseries, mais... Ça a été le début de bières nouvelles, Oui. donc différents goûts, pour le meilleur et pour le pire. Plus pense, pour oui. le meilleur. Plus pour le meilleur, je dirais, bien sûr. On va faire quelque chose de très bien, les hot dogs. C'est un hot dog avec de la soupe au pois. Et ça nous rapporte à nos traditions. Soupe au pois, mais aussi tortillons. Tu connais ça, des tortillons? Tortillon, oui, je connais ça, les tortillons. Ça, avant, là, on prenait ça avec de la bière. Et c'est vraiment très, très salé. Donc, dès qu'on en a un peu en bouche, on a déjà envie de prendre un peu de bière. Donc ça, on va s'en servir pour mettre sur notre hot dog. On a fait des petits pains. Et les saucisses qu'on a faites, c'est inspiré de merguez. On a fait ça avec du cerf et on l'a laissé tremper dans la bière 1 heure de temps. Vous voyez le lien? On est très concept, on n'arrête pas. Pour la soupe au pois, nous autres, on a réduit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais là, on se dit, hi, Martin, il manque de gras. Fait qu'on va y mettre un peu d'huile d'olive. Ça va, un peu comme de l'houmous, ça va lui donner une texture plus moelleuse. Et là, Mes pains sont prêts. bon, mais mes saucisses aussi. Le jus de saucisse qu'on a, on le récupère et on va mettre le ricotta dedans. Et vraiment, là, ce que ça va faire, ça va lui donner un petit goût piquant. Il va être très agréable. On est déjà prêt pour le montage. Montage. McCausland fait leur propre moutarde, mais c'est vraiment à partir de grains de moutarde et aussi avec de la bière qui est à l'intérieur. On met un peu de moutarde, un peu de ricotta dans le fond, une saucisse. Et vous allez voir, hein, l'idée que ça soit simple, là, c'est voulu. Et là, on met sur le dessus la soupe au pois. Ensuite, on va mettre nos tortillons sur le dessus. Juste pour faire fondre le fromage un peu. Et non mes doigts. Quand on le met en saumure, il faut comprendre que le sel sort toute l'eau du fromage. Donc, maintenant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on ne s'attendra pas à ce qu'il fonde là, comme on aurait un mozzarella. Ça, c'est très beau. Hot dog! Monsieur! Bonjour, monsieur. On a des bons hot dogs avant. Non, c'est gratuit. Bonjour. On a des bons hot dogs à faire déguster. Bonjour. Hot dog et bière McCausland. Merci, vraiment. Là, ça donne l'impression que c'est pas bon. Puis c'est une fausse impression. Très important à dire. Est-ce qu'on peut nourrir votre chien? Non, non, pas vous, votre chien. Salut, mon chien. Viens ici. Regarde. Mais ouais, tu peux manger. T'en veux d'autres? Oh, enfin, quelqu'un qui apprécie. Ça, c'est des tortillons. T'en veux d'autres? On peut-tu lui donner une petite bière? Non. On a réussi. Je pense que vous venez de perdre votre chien, par exemple. Finalement, on a eu un chien. On a rendu un chien heureux. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai qu'il y a des brasseries qui utilisent du sirop de maïs pour faire leur bière? La plupart des bières qu'on trouve en Amérique du Nord, les grands marques de bière, ils utilisent le sirop du maïs dans leur recette. OK. Ça fermente à 100 ça ne laisse pas beaucoup de goût. Et dans le liquide, dans la bière même, c'est de minimiser
le fait que vous êtes plein. Donc, Ils on peut veulent en que vous prendre preniez un plus. deuxième ou un troisième. Alors, effectivement, notre philosophie, c'est pas la même. Nous voulons créer quelque chose qui, Ah, ça, c'est qui est intéressant. un vrai produit, Oui. qui est là pour la dégustation. En cuisine, c'est beaucoup d'inspiration. On fait une recette, on voit un produit, on l'amène, on le met à d'autres différents types de cuisson, tout ça. Et tu sais, si je prends la bière, pour vous, est-ce qu'il y a une inspiration ou c'est des recettes qui sont toutes faites déjà? Oh non. Pour nous autres, de créer les nouvelles recettes, ça c'est beaucoup de fun. Et on a déjà 17 recettes. D'avoir une inspiration, de faire les nouvelles choses, c'est ça qu'on cherche. C'est un plaisir pour nos consommateurs, pour nous autres comme brasseurs et pour les gang qui travaillent dans la brasserie. On peut dire, en fin de compte, que l'inspiration, comme votre bière, c'est rafraîchissant. Une bonne Ça m'a donné soif. Cheers! Santé! Et c'est vraiment beau, Hugues. On s'en va chez Peter et Hélène, sur leur terre. Il y a une belle terre à chevreuil, paraît-il. Oui, il y en a pas mal qui passent dessus. Et, on chasse à l'arbalète. Ça, c'est un handicap certain, mais on a Louis Gagnon, qui est un guide professionnel pour le chevreuil. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui va nous aider. Pas que j'en ai à apprendre, là, mais... Et on est en compagnie de Louis Gagnon. Moi, je suis heureux d'être avec lui parce qu'il y a une réputation qui le dépasse. Il n'est pas... Pas dur à dépasser. Je t'imaginais plus grand. Je t'imaginais plus gros. Oui. On va avoir du fun. Pauvre Hugues. Et Hugues ne chassera pas avec nous autres à soir. Non, c'est ça. C'est restreint, puis le chevreuil, tu sais comment c'est nerveux. Fait qu'on va sortir juste moi, toi. On va se pratiquer. Qu'est-ce qu'on... Ben, là, on chasse à l'arbalète. Oui, Tu vas nous montrer comment tu tires. oui, Et oui. si tu passes le test, on va sortir. Si tu passes pas le test, ben, on prendra Hugues, puis C'est bon. on sortira avec eux. Ça, c'est fair. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, c'est correct, ça. Mais là, on s'en va à chasse au chevreuil. D'ailleurs, c'est pas chevreuil. Ici, on a des cerfs de Virginie. Oui, en principe, le nom commun, c'est cerf de Virginie. Chevreuil, on va dire que c'est le nom populaire, là. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas un chasseur. Le trophée, là, c'est pas un objectif en soi. Ce que j'aimerais, ça serait une bonne viande. C'est sûr que le fait que tu n'es pas difficile, ça va nous aider. Il y a déjà... non, mais C'est moi. écoute, Moi on qui va s'en s'entendre que si tu voulais un beau boc, on a quoi? On a 2 heures de chasse à soir. On va dire que l'arbalète, d'abord, c'est pas nouveau, là. Dans les années médiévales, il y avait beaucoup d'arbalètes. On l'a ramené parce que c'est ni plus ni moins un hybride entre la carabine et l'arc. Hein. L'arc, Oui. tu sais que ça va être... On tire ça comme ça, tandis que l'arbalète est de même. Oui. Fait que là, c'est simple, Martin. On y va dans le standard. On a mis des cibles à 20 verges, 30 verges, puis 40 verges pour aller avec notre télescope. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lunette, il y a une ligne pour chacune des distances. Ce qu'on Donc, veut, nous autres, quand on va chasser avec un gars comme Martin, c'est qu'il tire avant pour voir si l'arme est bien ajustée, si Martin, ça va bien. On part dans le bois. franchement, rendu à la veille d'une chasse, si je suis pas capable d'avoir mes cibles, j'ai un problème. Là. Ben oui, parce que mes t'as pas de devoirs chasse. ont Ouais, pas c'est pas un été gros faits. problème, t'as pas de chasse. Là, c'est eux qui viennent avec nous autres. On commence avec quoi? Essaye le petit ours là en avant, à l'inverse, le pot. Ça, parfait. Je vais te faire tirer le chevreuil avec les cornes là-bas. Ça, c'est 30 verges. Un peu en arrière. C'est un peu en arrière, mais au moins, c'est à la bonne hauteur. Mets-nous un autre, va. Prends le petit cochon. Je pense qu'on va aller à la chasse au petit cochon. On voit qu'il y a quand même un lien de familiarité avec ton restaurant. Tu te sens plus à l'aise. Hi, Gus. Hi, Martin. Non, ouais. On va faire une recette. C'est la recette
la plus connue en Écosse. Et comme Peter McCaslin est écossais, bien, on a jugé bon de faire une recette pour le remercier, par signe aussi de respect. C'est une recette qu'on n'a jamais faite. Donc, on pourrait l'insulter aussi. Normalement, ça se fait avec du mouton. Et nous, on l'a fait... Avec du cerf. Donc, haggis, en fin de compte, c'est cette partie-là. Ouais, tu sais, quand on parle cornemuse... Donc, c'est les poumons. Ça a un moins beau son. Les poumons. Il y a le cœur, il y a aussi les rognons et, bien sûr, le foie. Donc, ce qu'on a à faire, Donc, on peut grosso garder. modo, on prend cette pièce-là, on va la mettre dans l'eau, on va la cuire. On dit de cuire pendant 2 heures de temps. Oui. Et puis, c'est important de dire aussi, traditionnellement, ils faisaient ça comme ça. Hein? Ils s'assuraient de garder tous les organes attachés ensemble avec la voie respiratoire. Donc, puis, c'est en le mettant dans l'eau, par un système très ingénieux qu'on... Martin a conçu ça. Ça va nous permettre... Ça, on va le laisser à l'extérieur du chaudron et puis toutes les impuretés devraient sortir dans un bol mis à côté du chaudron. Ensuite, c'est passé au moulin. Et puis, ça fait comme un steak haché. Et ça va être mélangé avec du suif de bœuf. Et, Ça, c'est important aussi de dire, là, il y en a du gras qu'on aurait pu garder, mais le cerf, c'est très cireux. Hein? C'est comme si on grignotait une chandelle. Donc, on remplace ça par du gras de bœuf. C'est la seule modification de l'animal, là. À ça, on rajoute des oignons. Mais nous, comme on est au Québec, on va rajouter sirop d'érable et pommes. Hop, un petit peu. Hey, les impuretés, ça sort, hein? C'est très impur, là. C'est écœurant. Un autre réussite. Moi, j'y vais. Ouais, Je vais aller à la chasse. Ça fait que Puis bonne chance pour ta recette. Mais... bonne chance, surtout bonne chance pour un chevreuil. Oui, merci. Merci. Donc, j'ai mes pommes ici qui sont en train de caraméliser dans le poêle de fonte. Et puis, mes oignons qui sont en train de suer tout à côté de mes pommes qui sont en train de caraméliser. Il y a mes oignons qui sont en train de suer. Les pommes sont caramélisées dans le sirop d'érable. Un petit peu de sirop d'érable. Et j'ajoute la noix de muscade râpée. Les abats sont cuits, donc je vais les sortir. Je vais le laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir commencer à détailler le suif de bœuf. OK! Haggis, dernière partie. Tout est prêt. Les oignons, la viande qui a été hachée, les pommes. Et puis, ça ici, c'est des flocons d'avoine qu'on a torréfiés légèrement. Qui sont ça ici, le gruyot, dont tout le monde connaît, qu'on a pris chez Peter à la brasserie. Donc là, on mélange tout ça. C'est en fait l'enveloppe dans laquelle on va cuire le haggis, qui est l'estomac de cerf. Tout ce qu'il reste à faire, c'est on va le pocher dans l'eau. L'eau pas bouillante, on va le mettre à 80 degrés, puis on va le cuire pour à peu près 1 heure.
Et puis, on va le percer pour être sûr qu'il éclate pas. Qu'il éclate pas. Il éclate pas. On prend le camion de crème, prends-le. On arrive, Hugues. Hein? Vous en avez une? Ça s'appelle un backup. Ouais. Elle est froide, hein? Ben, il fait pas chaud. On l'a une froide. Puis la chasse? Il y a 2 mots, déception et frustration. J'ai tiré une flèche, elle est passée au-dessus, ça c'est sûr. Ça, c'est officiel. Puis après ça, ben, tu sais, l'idée c'est qu'on aurait voulu que l'animal, en fin de compte, qu'on cuisine, soit l'animal que l'on ait chassé, mais ça s'est pas passé comme ça. Ben, faut pas être si dur que ça envers nous autres, là. C'était Ouais, pas... ouais. Il y avait rien de facile, là, dans la shot, là. C'était à la limite, il ventait, c'était quand même 35 verges. Dans ma carrière, je peux dire, j'ai vu des tirs nettement plus faciles que ça, manquer sur une base assez régulière. C'était pas facile. Moi, j'ai joué que du positif. Ah oui? Ben oui. Le jour où ça va être facile, moi, je vais débarquer, je vais arrêter de chasser. Mais T'es pas fâché. du tout. pense à Demain la soir, deuxième si c'est pas partie. bon, là, je vais être déçu. Parce que là, on doit dire quelque chose. Dans le fond, on a un animal construit entier qu'on va déconstruire, qu'on va cuire et reconstruire. C'est un peu l'idée. Et, il y a un thème. Habituellement, quand on commence à avoir des thèmes dans la vie, on commence à descendre. Je suis peut-être dans ma descente, mais ça s'appelle Roadkill. Non, mais je pense... Elle n'a pas été frappée, là. Non, mais ça va être l'impression qu'on va vous donner. Vous allez voir, c'est très... Ça va être écœurant. Ça va être vraiment écœurant. Donc, on est rendu à l'étape où on doit écorcher la peau de l'animal. Oui. On va faire, par exemple, on va garder des pattes parce que dans ce que je veux faire, je veux garder des parties intactes. Quand on est dans des abattoirs, ben, ça ressemble vraiment à ça, là. Sauf que c'est mécanique. On va aller cuisiner, mais pour que vous compreniez un petit peu ce que je dis, j'ai placé un petit peu les pièces. Donc, l'idée de roadkill, c'est justement d'avoir cet animal qui est mort, qu'on a déconstruit, qu'on a cuit et qu'on va reconstruire. C'est un peu comme un puzzle. Donc, maintenant, là, on a fait les pièces, on va les cuire et après, on va les rassembler de nouveau. Et puis, ben, ça devrait arriver de nouveau à l'image d'un cerf, mais peut-être un peu plus abstrait. On a tout, là. Hein? On va mettre la tête dans notre gros chaudron. Il y a un morceau de cou, il y a la langue, et puis le haggis que tu as fait. Pendant qu'on parle de ça, puis ça c'est quelque chose, les chasseurs vont être intéressés par ça. Il y a des fois qu'on prend une femelle et qui a encore ses pieds qui sont bien présents. Donc, on a des pieds. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui a été cuisiné longtemps. Et c'est aussi très bon. À la limite, même, ça peut rappeler le foie gras. Mais avant, on doit le cuire pendant au moins 4 heures, 5 heures avant qu'il soit prêt. OK? On doit juste enlever la peau. Et c'est cette grosse masse-là qu'on va cuire. Et voyez-vous, il y a plein de lait. C'est le fun, le lait. Comme ça. On y va? Pareil.
Le cerf, ça a toujours fait partie de notre patrimoine culinaire. C'est attesté là, dans tous les écrits là, depuis Champlain, Cartier même en a parlé. Dans les relations des Jésuites, on en parle régulièrement. On sait qu'en 1760, quand l'armée britannique est arrivée, on sait que la garnison française était nourrie au chevreuil. Puis, dans les alentours de 1780, les loyalistes mettaient des blocs de sel pour attirer les chevreuils. Moi qui pensais que c'était moderne, j'étais un peu déphasé. En effet. Et si on regarde l'histoire du climat des 300 dernières années, on peut voir les périodes où il y a eu plus de chevreuils. Par exemple, entre 1650 et 1850, il y a eu une période de refroidissement, il y en a eu moins. Maintenant, on est en période de réchauffement, il y en a plus. Et Mais il y a aussi les prédateurs qui vont croître. Exactement. Alors, ce sont les loups qui arrivent puis qui font diminuer. Alors, si on regarde l'histoire de la climatologie et l'histoire des populations de cerfs, les fluctuations sont vraiment très, très proches l'une de l'autre. Oh, c'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Ça marche. Mais c'est des grains de sel. Donc, tout ce qui est jaune, c'est le sel va rentrer là. Donc, tu sais, ça sera pas trop assaisonné. Ça va être vraiment bien, là. Ça devrait être parfait. Et puis, regarde, le sel, il se disperse. Ça va être parfait. On a mis l'épaule et puis le jarret. Donc là, l'idée de ça, là, ça a l'air... c'est vrai qu'on se fait du fun, mais là, c'est que le sel va rentrer dans la viande. Et il faut vraiment, parce qu'on est pressé par le temps, il faut le confire rapidement. Donc, il faut le saler rapidement aussi. Oui. Là, le sel devrait bien pénétrer la viande. Là. Parce qu'il va être à l'intérieur, le temps de la cuisson, le sel va fondre dans la viande et là, ça va être parfait. Donc, j'y vais. Putain, ça, c'est bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des cartouches qui sont faites maison avec ce mélange de sel-là. De l'ail, des piments forts, du coriandre, du poivre en grains et du romarin. Ça fait un sel assaisonné. Oui, ça sent bon. Et ce que ça donne, c'est ça ici. Voyez-vous? Donc, au lieu que ce soit un projectile de plomb ou d'acier, mais c'est un projectile de sel. Good? C'est assez simple. La pièce de viande qui a été assaisonnée dernière minute. On a du romarin, le gras de canard et de l'ail. Puis ça va confire, en fait. C'est ça qui est le fun avec le fait de confire sous vide. On n'a pas besoin d'avoir une grosse quantité de gras, de complètement submerger les pièces. Oui. Le gras va se répartir partout, puis ça va confire tranquillement. Parfait. Faut jamais partir sans sa machine sous vide, Hugues. Non, jamais. Tiens, on va le mettre là. Donc, c'est la température de l'eau qui va cuire la viande. Pendant ce temps-là, on va se préparer pour, une fois que les pièces sont cuites, qu'on puisse tout travailler. Mais jusqu'ici, ça va très bien. Hugues, apporte-moi une pièce, la tête, la langue, le cou, ce que tu as envie. As-tu de la misère à voir? Ouais. On a un petit problème, on voit même plus. C'est long. On va la voir. Oh! Wow. Ici, on a la tête. On a besoin de la moitié pour faire notre plat. Les viandes sont bien tendres. Hein? On voit là, que si j'ai juste à tirer un peu, puis je serais capable de le retirer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste la terminer. On a fait une sauce barbecue maison à laquelle on a, entre autres, rajouté du jus de pomme, de la bière et du sirop d'érable. Je vais enfourner environ 350 et je vais juste régulièrement arroser ma tête avec la sauce et ça va donner un effet glacé. Martin! Ça, c'est la langue. Ça, on a juste à l'appeler. Mais habituellement, quand on peut l'appeler, ça veut dire qu'elle est prête. Pour la recette, simple. On va la faire revenir dans un peu de beurre. On va déglacer avec du vinaigre et assaisonnement, sel, poivre, c'est tout. J'ai mis beaucoup de vinaigre hein? Et beaucoup de sel, c'est pour rappeler l'idée de la langue dans le vinaigre.
Et après, tu sais, écoutez, oui, Oui, le bouillon, là, super bon. Puis tout a cuit dedans toute la journée. Tu d'en mettre un petit peu. oui. On le réduira. Et puis, ça va être parfait. À la fin, pour la finale, on va mettre un peu de moutarde de Dijon sur la langue, c'est tout. On va faire la cervelle. On la passe dans la farine. Là, maintenant, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de beurre, OK? C'est une cervelle au beurre. Je voudrais en mettre moins, mais je peux pas. Regardez comme c'est beau maintenant. On va juste l'arroser de beurre. On y va doucement, avec amour. Voyez-vous, un beurre noisette, là, ça ressemble à ça. OK? On doit mettre juste un peu de jus de citron et ça coupe la cuisson. Là, vous allez l'entendre. Vous avez compris? C'est en langage de beurre, ça veut dire je coupe la cuisson. Je l'enfourne, 350, 400 degrés. Et à la fin, on met juste un peu de persil haché. C'est tout. Maintenant, le coup. Je sais que ça peut avoir l'air un peu spécial, là. On va tout enlever la viande et on va garder la colonne vertébrale. Et cette colonne-là, on va la recouvrir de viande crue qui vient de la cuisse, un carpaccio. Carpaccio! Puisqu'on a souvent vu des carpaccios, là, c'était des morceaux là, de filet qu'on congèle et puis qu'on va passer au trancheur pour avoir des fines couches. Mais en bout de ligne, on s'entend qu'il n'y a presque rien. Donc nous, on aime la sensation de la viande dans la bouche. Donc c'est pour ça qu'on prend des pièces qui sont crues et en régularisant l'épaisseur, ben, on les attendrit en brisant quelque peu les fils. Oh! Tiens, ça, c'est bon. Donc, pour le montage... Ça, c'est le résultat final. La viande épouse complètement la forme de la colonne vertébrale de notre cerf. On lui souhaite tout le bonheur nécessaire. Comme vinaigrette, ça va être encore une fois simple, mais très bon. C'est un classique. Hugues, peux-tu juste prendre la rugoula puis la hacher? Oui. Regardez, ici, c'est des zestes que j'ai confiés au préalable. Des zestes de citron avec du sirop d'érable et du jus de pomme. On va en mettre un peu dans la vinaigrette. Ensuite, on a besoin d'un citron. On met un peu d'huile d'olive. Donc, c'est une émulsion. Et il y a du fromage. Fromage Parmigiano Reggiano. Ça, c'est très, très bon. Ça, on mélange ça juste à la dernière minute, hein, Oui. si je me trompe pas. Là. Tu te trompes pas. On est rendu au carré de cerf. On va juste le rôtir. Bien simple, on va l'assaisonner. Et puis là, comme il va aller sur le grill un petit peu, je vais juste lui mettre un petit peu d'huile d'olive. C'est quand même assez maigre. Ça va l'aider un petit peu à cuire. Et puis, je vais le percer comme ça à quelques endroits, puis je vais lui insérer des petites branches de romarin pour lui donner du goût. Et là, c'est sur le grill, mais j'ai oublié de dire quelque chose. Je vais juste lui mettre un jus de citron dessus. Une saveur supplémentaire. Et voilà. Attendre que ça cuise. On peut peut-être enlever les sacs sous vide dans lesquels on avait mis l'épaule et puis le jarret de chevreuil. On va voir si c'est prêt, mais normalement, ça devrait être bon. Regarde comme ça sent bon. C'est fou, hein? Ça, c'est le sel, ça. Donc là, vous voyez, ça, c'est le jarret, puis tantôt, on va mettre le haggis. Lui, il va remplacer, si vous voulez, visuellement, les muscles qui entourent le fémur. Et puis, on va glacer les morceaux avec la sauce qu'on va faire à l'instant. Avec la chaleur du four, la sauce va réduire, va devenir collante et très, très goûteuse. Donc, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Et c'est un peu l'idée de ce plat-là, c'est de ne pas se retrouver avec plein de sauce qui coule partout parce qu'on veut vraiment recréer l'animal. Donc, il faut que les pièces soient goûteuses par elles-mêmes. C'est un peu le défi.
La recette, c'est très simple. On a des tomates en dés, donc on en met un tiers. On a une glace de viande, on en met un tiers. Ensuite, on va mettre un tiers du jus. On peut voir là que l'huile et le liquide, c'est pas les mêmes densités. Donc, normalement, on le met au frigo et quand on le met au frigo, le gras va se solidifier et on peut l'enlever à la main. Maintenant, comme on doit travailler à chaud, on va l'enlever à la louche. On met un tiers. Et ça, là, c'est vraiment bon. Hein? C'est très, très goûteux. C'est un goût unique. Hein? On peut pas avoir ça ailleurs qu'en faisant un confit. On le met à l'intérieur. On appelle ça un zinzin. Hein, regardez. Il faut avoir beaucoup d'imagination, mais moi, j'entends rien que ça. Donc, quand on mixe de cette façon-là, il y a beaucoup d'oxygène qui rentre dans la sauce. Donc, ça la pâlit beaucoup. Entre ce que vous voyez maintenant et le résultat final, vous allez voir que ça va être très foncé, là. Le haggis est prêt. Tu sais, le haggis, il y a une histoire en Écosse. Ah oui? Ils disent que le haggis est un petit oiseau sauvage. Un oiseau sauvage qui avait deux paires de pattes. OK, t'es sérieux, là? Ah oui, j'étais sérieux. Et puis, pendant bien du temps, les Écossais ont fait croire ça, que le haggis est un animal sauvage, parce qu'ils faisaient poser la question, mais à casser ce que c'est, ça, un haggis? Puis c'est quoi? Puis, J'ai rien compris. un haggis sauvage! Là, on est prêt. Hein? La sauce pour l'épaule, le jarret, le haggis est la même. Donc, ce qu'on a à faire, ça va être vraiment de nourrir cette épaule qui ne demande qu'à glacer. On y va, on met ça dans le four. Lâchez-nous pas, là, on arrive, ça va finir bientôt. On devait avoir une flèche qui perce le tonneau, mais on a oublié que c'était en stainless steel. Donc l'idée, c'était vraiment là, de voir une fontaine de bière qui se prend au verre, là, mais on a manqué notre coup. On n'a pas paniqué du tout quand c'est arrivé. On panique jamais. L'idée de percer le baril, c'est qu'on avait besoin d'un peu de bière pour faire notre recette. Checker comment est-ce qu'on est bien organisé. On a environ besoin de 200 millilitres de bière et puis on a un beau baril, je pense, de 120 litres. C'est la peur. La peur d'en manquer. Santé. On va faire la recette de pie. Good. Les pis sont prêts. Pour ça, je les ai sortis. Il faut enlever, regardez ça ici, c'est du gras, on n'en a pas de besoin. Ça semble un peu venir de l'espace, là, mais c'est vraiment très bon. Suivez-moi, on va aller commencer la sauce à pie. Du beurre. Et on va mettre la même quantité d'oignons que de pommes. Mais vous allez voir là, que ça ne prendra pas de temps, que ça va s'évaporer. On ne veut pas que ça boue. Ce qu'on va faire, on va mettre du sucre. Et en mettant du sucre, bien, ça va un peu les confire. Et comme sucre, on a choisi le sirop d'érable. Et ensuite, on déglacera avec du vinaigre. On va le laisser réduire 1 minute. En ce moment, le goût est parfait. Un bel équilibre entre le sucre, le sirop d'érable et l'acidité du vinaigre. Je mets un peu de bière et on doit de nouveau attendre. C'est le secret d'une sauce. Toute sauce se fait par différentes étapes. Ces différentes étapes-là accumulées, si on les respecte tous, vont donner vraiment une sauce qui va être hors pair. Mais si, parce qu'on est fatigué, impatient, on décide de couper dans chacune de ces étapes-là, bien, en bout de ligne, le résultat va se faire sentir. Maintenant, on va mettre la glace de viande.
Donc, la glace de viande, l'avantage, c'est qu'elle est déjà très concentrée. On n'aura pas besoin d'énormément de réduction, mais quand même, ça restera thématique. Comme on a du pis, on va rajouter... De la crème puis du beurre. Oui, on y va avec la crème au début. Ça, donc, c'est notre vache. Hugues, quand il était jeune, d'ailleurs, bonjour à M. Dufour, son père avait une ferme laitière, donc il connaît bien ça. Donc, je te laisse aller. Est-ce que celle-ci a un nom? Habituellement, les vaches laitières ont des noms. Elle, c'est Patoune. Patoune est une très bonne laitière. Elle a l'air prête. Elle n'est pas agressive, hein? Non, elle est habituée. C'est une vieille vache. C'est une vieille vache. C'est une très bonne laitière. Elle prend sa première traite. Mon Dieu! Je pense qu'on en a assez, là. Écoute, je vais lui donner un peu de cuisson. Et puis, c'est tout ce que tu peux faire, Hugues? Peut-être juste le brasser. Bon, c'est un peu Oui. pour jouer le rôle d'une baratte. Oui. Puis, je reviens, je donne un peu de chaleur, puis après, on met du beurre. Puis... Vois-tu, ça a baratté. Le beurre a pris du, a pris du volume. Vois-tu? C'est vraiment... Quel animal fantastique! Tu as pété le pis! Tu as pété le pis! Non, mais c'est bon. On a quand même ce qu'il faut. On va continuer. On va rajouter un peu de persil. Le pis, mets-le dedans. On a une petite recette bien faite, vite fait. Un pis... un pis à patoune. C'est explosif. Il manque quoi? Il manque rien. Ouais. Juste un petit- On y va. un petit cœur. On monte. On monte! Ah, regarde comme c'est beau. Sais-tu quoi? Ça, c'est notre premier moment de silence Depuis le début. depuis le début. Ça, c'est correct comme ça? Ah, ben, c'est pas fait comme ça, merci. Mais I guess, ça, on avait fait ça pour Peter. Il y a toute une cérémonie rattachée à ça. Ah oui, on le tue la haggis avec le couteau. Il y a un exemple de ça ici. Ah oui? C'est ça. Il faut tuer ça avec une... Parce que c'est vivant encore, ça. Qu'est-ce qu'il part à OK, courir? d'abord. Ouah!